Bonjour à tous, on se retrouve de bon matin pour un nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session Rivers. Un CQFR qui sera évidemment consacré à la conférence Est et aux deux matchs du play-in qui se sont disputés cette nuit. Hier c'était l'Ouest, aujourd'hui c'est la conférence Est avec deux matchs au programme. Celui qui était le choc, l'affiche de la nuit entre Philadelphie et Miami, et celui qui était un peu moins attendu par le grand public de manière générale entre Chicago et Atlanta, mais qui a quand même son importance. Et on commence par le choc. Philadelphie a dominé Miami 105-104. On s'attendait à une bataille et bataille il y a eu. Les Sixers qui sont donc qualifiés pour le premier tour des playoffs en tant que septième en remportant ce barrage d'un petit point. La situation était un peu compromise. Ils ont gommé 14 points de retard. Ils étaient menés à la pause. Et la deuxième mi-temps, la fin de match notamment, a été à l'avantage des Sixers. Comment ne pas commencer ce résumé par quelque chose de très franco-français, puisque je pense que même le Heat ne s'y attendait pas, n'avait pas préparé un Batum game, et Nicolas Batum, le capitaine des Bleus, qui d'ailleurs dispute peut-être ses derniers playoffs, c'était un peu le son de cloche qu'on avait ces derniers mois, il a été décisif tout simplement, des deux côtés du terrain. Il n'a pas été le seul évidemment, mais les 20 points de Batum, plus des actions défensives très importantes, notamment une qui a déjà beaucoup tourné sur les réseaux, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site, sur Basket Session, la nouvelle version du site que j'espère vous avez pu déjà apprécier et tester. Il y a ce contre sur Tyler Hero de Nicolas Batum à 26 secondes de la fin, qui empêche Tyler Hero d'égaliser à 99 partout. Alors il y a eu des paniers derrière, mais ce contre a vraiment marqué les esprits et a notamment permis à Philadelphie de mieux gérer la fin de match. Et ça fait franchement plaisir de voir Nicolas Batum à ce niveau-là. C'est un des joueurs les plus expérimentés du roster. Nick Nurse sait qu'il peut compter sur lui en sortie de banc, en titulaire, pour une mission défensive, pour une mission offensive. Et là, on l'a vraiment vu à un niveau de playoff, tout simplement. Nicolas Batum qui a shooté à 6 sur 10 à 3 points. Il a mis des paniers à 3 points importants en deuxième mi-temps notamment. Et ça a permis à Philadelphie de l'emporter. Donc comme je disais, il n'était pas tout seul, hein, évidemment. On parle d'une équipe où il y a Joel Embiid, le MVP sortant. Embiid a plutôt été bon, 23 points, 15 rebonds, mais il y a surtout eu cette présence que je qualifierais de rassurante dans le quatrième quart-temps où il a vraiment pesé sur les débats, des actions défensives, des actions offensives, même juste parfois des passes décisives en attirant l'attention du hit et beaucoup de joueurs du hit sur lui. Embiid a été important à ce regard-là, et d'autres aussi ont plutôt été importants, notamment Kelly Oubre qui marque 9 de ses 11 points du soir dans le quatrième quart-temps. Quelques actions décisives, quelques lancers francs bien sentis. Tyrese Maxey aussi, Tyrese Maxey qui met 20 points, qui n'a pas fait le match le plus adroit de sa saison, mais qui a quand même été lui aussi dans le coup. Et ça a permis à Philadelphie de sortir d'une partie compliquée parce que Miami, c'est Miami. Miami n'a pas lâché. Enfin, n'a pas lâché. Ils ont un peu lâché en deuxième mi-temps, mais Miami a posé des problèmes. Et Philadelphie a réussi à s'en sortir. Malheureusement, c'est aussi difficile, je trouve, de retenir autre chose aussi pour Miami que la nouvelle qui est sortie juste après la fin du match. On avait vu que Jimmy Butler boitait en fin de rencontre. On ne savait pas trop ce qui s'était passé. Dans le couloir qui menait jusqu'au vestiaire, il boitait aussi. Après la douche, il boitait. Malheureusement, d'après Shams Charania, on serait sur quelque chose d'assez grave au niveau du genou. Jimmy Butler souffrirait d'une blessure d'ordre ligamentaire. C'est pas très précis pour l'instant, c'est le MCL, donc ligament collatéral médian. Je ne sais pas exactement quel est le terme, quelle est l'appellation française, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire une blessure très sérieuse au genou et une blessure qui en théorie devrait l'empêcher de disputer le match décisif à nouveau comme l'année dernière contre Atlanta, pardon, contre Chicago. Les fans des Hawks auraient certainement aimé que ce soit eux qui disputent ce match, mais ce sera bien Chicago. Et toujours est-il que normalement Jimmy Butler n'y participera pas, en tout cas pas d'après ce que dit Shams Charania. On va attendre les examens que va passer Jimmy Butler dans les prochaines heures. On sait que c'est un guerrier, on sait qu'il fera tout pour être sur le terrain, mais c'est quand même une blessure assez sérieuse. On ne parle pas d'une entorse à la cheville ou d'un doigt tordu. C'est quand même quelque chose de sérieux au niveau du genou. Et voilà, malheureusement, à l'heure qu'il est, il est probable que Miami joue sans Jimmy Butler ce match décisif contre Chicago. On verra ce qu'il en est. De toute façon, on vous tiendra au courant. À nouveau, comme je vous le dis sur Basket Session, vous pouvez retrouver
toutes les informations, vous pouvez y participer, comme vous avez pu le voir aussi, en mettant vos posts, vos propres sessions pour soit informer, partager des avis, ce que vous voulez. Vous pourrez suivre aussi donc d'ici là l'évolution de la blessure de Jimmy Butler on espère que c'est une fausse alerte, mais en général quand Shams Charania donne ce genre d'informations, c'est que c'est plutôt fiable. Comme je le disais, ce sera donc un match contre Chicago. Chicago qui d'ailleurs aussi a perdu un joueur clé, peut-être pour ce match de barrage. Alex Caruso est blessé au pied, il est sorti du match avec une blessure assez significative, pour reprendre les termes d'Adrian Wojnarowski, au niveau du pied. Là aussi, on verra ce qu'il en est. Ça n'a pas empêché ce soir pour Chicago de battre Atlanta. C'était la logique. On s'attendait à ce que les Bulls, notamment sur un match avec ce profil d'équipe avec beaucoup d'individualités fortes, parviennent à se défaire d'Atlanta. Les Hawks qui confirment malheureusement que la saison a été difficile, décevante. Ils n'ont pas vraiment réussi à se montrer à la hauteur de l'événement. Ils l'ont été pendant un temps, parce qu'ils prennent un 40-22 d'entrée, ça a été compliqué, mais derrière, ils sont revenus assez forts. Ils passent 45 points aux Bulls dans le deuxième quart-temps, ce qui a pas empêché les Bulls quand même de rentrer au vestiaire en tête. Et derrière, les Hawks ont assisté, comme tous ceux qui ont regardé le match, au festival de Kobe White. Kobe White qui est un candidat au MIP cette année, je ne sais pas s'il gagnera, mais il est quand même un sérieux prétendant. Kobe White qui a choisi ce match pour battre son record en carrière, peut-être même réussir son meilleur match en carrière, vu l'importance de cette rencontre. 42 points à 15 sur 21, avec 9 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, aucune perte de balle. Kobe White a été juste magnifique. Par contre, pour les statistiques, pour l'histoire, malheureusement pour lui, c'est ce qui est un peu désolant, je trouve, c'est que ce ne sera pas comptabilisé comme un match de saison régulière, ce ne sera pas comptabilisé comme un match de playoff. Et du coup, cette performance magnifique, ce qu'elle permet quand même, là non plus, il n'était pas tout seul, mais ça permet à Chicago d'avancer et de croire en une qualification pour le premier tour. Et on a vu que c'était important de s'accrocher en play-in à l'image de ce qu'a fait Miami l'année dernière. Malheureusement, ça ne comptera pas, a priori, à moins que la NBA change ses règles et intègre le play-in comme un match de play-off, ce qui me semblerait pas illogique vu que c'est du pré-playoff et ça mène au playoff, donc je pense que ça mériterait d'être inclus. En attendant, ça disparaît de la feuille de route et il n'y aura pas ce match à 42 points dont il pourra se souvenir, il pourra le montrer à ses petits-enfants sur YouTube dans quelques décennies. Euh, mais, euh, mais ouais, là, malheureusement, ça ne comptera pas plus que ça. Les Bulls qui se sont aussi appuyés sur leurs vétérans, sur leurs individualités, sur DeMar DeRozan évidemment, 22,9 passes. Nikola Vucevic, 24 points, 12 rebonds. Ils sont un peu tous les deux installés sur le siège passager en deuxième mi-temps pour regarder Kobe White éviscérer les Hawks qui ont eu beaucoup de mal à gérer cette fin de rencontre. Atlanta, comme je le disais, qui voit s'achever là une fin de saison très décevante. Enfin, fin de saison tout court, parce que si vous nous écoutez depuis le début de la saison, dans nos pronostics, moi j'envisageais Atlanta peut-être même dans le top 5 à l'Est. Ça n'a pas été le cas, ils ont fini 10e. Je pensais qu'avec Quinn Snyder, qui est un coach extrêmement respecté, extrêmement compétent, il y aurait cette assurance, cette cohésion collective avec un effectif qui se connaissait pour la plupart, où les joueurs se connaissaient pour la plupart. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. La blessure de Trae Young en fin de saison, les difficultés de DeJounte Murray et Trae Young à être complémentaires. Ils sont souvent bons individuellement. Cette nuit encore, Trae Young finit en double-double, 22 points, 10 passes, et DeJounte Murray marque 30 points. Ça fonctionne pas bien ensemble. La dynamique débouche pas sur des bons résultats collectifs. Et il y avait eu des rumeurs sur DeJounte Murray au moment de la deadline. Même lui avait évoqué peut-être son envie de retourner à San Antonio. Je pense que là, ça va passer la vitesse supérieure, que ce soit Murray ou Young. Alors, ça n'aura pas les mêmes implications parce que Trae Young est identifié comme le franchise player. C'est celui qui a la valeur théorique la plus élevée, le contrat le plus élevé aussi. Donc, est-ce que Atlanta est prêt à directement tourner la page Trae Young pour reconstruire, ou est-ce qu'ils vont lui donner un peu plus les clés en main sans DeJounte Murray autour, qui est quand même aussi un joueur qui a besoin du ballon, et trader Murray contre un package qui reste à définir. On ne sait pas bien quelle est la valeur de DeJounte Murray sur le marché. Il y aura des équipes intéressées parce que c'est un All-Star, pas cette année, mais c'est un joueur qui a déjà été All-Star. C'est un joueur qui est bon des deux côtés du terrain, avec une personnalité entière, on va dire, qui
qui ne cache pas ses frustrations, mais qui est un très bon joueur et qui pourra sans doute rapporter quelque chose à Atlanta. Ou alors troisième possibilité, mais ça me paraît plus compliqué, ce serait d'essayer de garder cette structure-là et de se renforcer autrement, mais je vois pas vraiment comment c'est possible. Quinn Snyder a besoin aussi de choisir ses hommes. Il est arrivé dans une situation où cette équipe-là lui était imposée. Je pensais qu'il ferait mieux, honnêtement, mais c'est peut-être le moment pour lui de communiquer avec la direction et d'indiquer ce qu'il veut, sur quel joueur il veut tabler. Et ça passe donc du coup peut-être par le départ soit de Trae Young, soit de Dejounte Murray. Encore une fois, dans les deux cas, ça n'aurait pas le même type d'implication. Les deux joueurs sont très demandés et peuvent rapporter beaucoup à Atlanta, mais c'est une décision majeure, mine de rien, parce que c'est Young a incarné Atlanta toutes ces dernières années, il les a quand même menés en finale de conférence, et Dejounte Murray est un gros talent, donc on va voir ce qui se passera pour Atlanta dans les prochaines semaines. Pour le programme, il n'y a pas de match la nuit prochaine. Par contre, dans la nuit de vendredi à samedi, on a les derniers matchs de play-in, les barrages pour définir qui seront les huitièmes de leur conférence. Ça veut dire qu'il y aura un Miami-Chicago. Malheureusement, d'après ce que je vous ai dit, on n'aura ni Jimmy Butler ni Alex Caruso, donc ça aura un impact sur cette rencontre. Et le vainqueur du coup sera qualifié en tant que huitième de la conférence Est et aura le redoutable plaisir d'affronter les Boston Celtics. Autant dire que ce soit Miami ou Chicago diminué, c'était déjà compliqué d'imaginer une victoire contre Boston. Là, on en est à un tout autre niveau, mais on ne va pas s'avancer. On va d'abord voir ce qui se passe entre ces deux équipes-là. À l'Ouest, un match aussi très très important pour à la fois New Orleans et Sacramento. Les Pelicans qui recevront les Kings après leur défaite cuisante contre les Lakers. Les Pelicans qui joueront malheureusement, on l'a appris aussi hier, sans Zion Williamson, qui était bel et bien blessé. Hein. Vous l'avez vu sortir du terrain, quitter le terrain en balançant sa serviette à 3 minutes de la fin, alors qu'il venait juste d'égaliser. Zion ne sera pas là, et même si les Pelicans ont d'autres joueurs, il va falloir que Brandon Ingram et CJ McCollum notamment haussent le niveau. Malgré ça, ça va être compliqué. Les Kings sortent eux d'un match où ils ont vraiment vraiment pris confiance. Ils ont éteint les Warriors tout simplement. Ils ont réduit les Warriors, limité les Warriors à 94 points, tout en étant efficaces eux-mêmes offensivement avec Keegan Murray. Et ça va être un match très intéressant. Et là, le vainqueur jouera contre Oklahoma City. C'est peut-être un poil moins terrifiant que les Celtics parce que les Celtics ont roulé sur la conférence Est et ont eu le meilleur bilan de la ligue. Mais c'est quand même pas un cadeau d'affronter OKC au premier tour avec la confiance acquise cette année. Voilà, je vous rappelle les deux résultats de la nuit. Les Philadelphia Sixers ont battu le Miami Heat 105-104 et les Chicago Bulls ont battu les Atlanta Hawks 131-116. Une nouvelle fois le programme, pas de cette nuit mais de la suivante. Miami recevra Chicago, New Orleans recevra Sacramento. Pour les programmes de la chaîne, cet après-midi, vous aurez le replay de la Late Session. La Late Session où avec Antoine, on avait fait nos pronostics. Alors évidemment, 48 heures après, ils auront une autre tête. Il y aura des ratés sur le play-in notamment, vous le verrez. Voilà, une Late Session où on a pu, comme d'habitude, parler agréablement avec vous. C'était toujours très plaisant et le replay sera disponible cet après-midi. Le podcast de lundi est toujours en ligne. Et puis, ma foi, voilà. Je vous conseille une 78e fois d'aller faire un tour sur basketsession.com pour découvrir un peu la nouvelle version de notre site qui se veut communautaire, où on aimerait que vous participiez, que vous discutiez avec ce système de sessions que vous avez déjà peut-être pu voir hier. N'hésitez pas à tenter de créer des sessions, à réagir dans les commentaires, à faire vos petites annonces, tout ce qui vous semble intéressant et pertinent par rapport à votre passion pour le basket. Moi je vous dis à demain matin pour un nouveau CQFR et passez une très très bonne journée.